Une enfant interrompt un procès bondé en affirmant qu'elle peut guérir le juge paralysé, à condition que son père soit libéré. La cour rit, mais quelque chose dans ces mots fait frissonner le magistrat de l'intérieur. La vérité qu'elle porte est si puissante qu'elle réveille non seulement la justice, mais aussi le corps endormi du juge lui-même. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. Le son du marteau résonna dans la salle du tribunal comme un coup de tonnerre sec qui déchira le murmure nerveux de la foule. C'était un lundi de mars à Paris et le palais de justice de l'île de la Cité débordait de journalistes, de curieux et de membres des familles impliquées dans ce qui était déjà considéré comme le procès de l'année. Les caméras de télévision se disputaient les meilleurs angles tandis que les reporters chuchotaient leurs analyses préliminaires face aux objectifs qui ne sciaient pas. Au centre de tout, imposant dans son fauteuil roulant derrière le plus haut pupitre de la salle, le juge Henri Morel présidait la séance avec l'autorité de celui qui avait consacré 23 ans de sa carrière à la magistrature. Ses cheveux grisonnants étaient impeccablement coiffés en arrière et ses lunettes à monture dorée reflétèrent la lumière froide des projecteurs qui illuminaient chaque recoin de cet environnement solennel. Henri était connu dans toute la juridiction pour sa froideur méthodique et pour des décisions qui ne laissaient jamais de place à la contestation. C'était un homme qui avait transformé la dureté en vertu, surtout après l'accident qu'il avait laissé paralyser des jambes 7 ans plus tôt. Sur le côté droit de la salle, au banc de l'accusation, le procureur de la République, Richard Santini, organisait ses papiers avec l'assurance de celui qui savait avoir entre les mains un dossier irréfutable. À 42 ans, Richard s'était bâti une solide réputation basée sur des condamnations certaines et un taux de réussite qui faisait pâlir d'envie les autres procureurs de la capitale. Son costume bleu marine était impeccable, tout comme sa cravate rouge, qu'il avait choisie stratégiquement pour transmettre force et détermination. Il savait que les caméras le filmeraient tout au long du procès et que chacun de ses gestes serait analysé par les commentateurs juridiques des principales chaînes de télévision. Au banc de la défense, le tableau était bien différent. L'avocat Paul Martin, un homme de 55 ans avec des décennies d'expérience, semblait visiblement inquiet en feuilletant des documents dont il savait lui-même qu'il ne suffirait pas à sauver son client. À côté de lui, tête basse et vêtu d'un costume gris qui semblait avoir été emprunté, se trouvait Romain Dubois, 41 ans, ingénieur système et père de famille, qui n'aurait jamais imaginé se retrouver un jour sur le banc des accusés. Romain avait les mains jointes sur la table, et ses yeux parcouraient nerveusement la foule derrière lui, à la recherche du visage qui comptait le plus à ce moment-là. Quand il la trouva enfin, au 3e rang sur la gauche, son cœur s'apaisa un peu. Marine Dubois, sa fille de 10 ans, l'observait avec ce regard déterminé qu'elle avait hérité de sa mère. La fillette était assise, à côté de sa grand-mère maternelle, Madame Constance, une dame de 68 ans, qui tenait fermement la main de sa petite fille, tout en essayant de garder son sang-froid face à toute cette situation. Marine était une enfant spéciale, de celles qui impressionnaient les adultes par leur intelligence et leur maturité précoce. Ses cheveux bruns tombaient en boucles naturelles sur ses épaules et ses yeux verts brillaient d'une intensité qui attirait l'attention où qu'elle soit. Ce jour-là, elle portait une robe bleu clair que sa grand-mère avait choisie spécialement pour l'occasion, dans l'espoir que l'apparence angélique de sa petite fille puisse d'une manière ou d'une autre influencer positivement le jugement de son père. Le procureur Richard se leva avec toute la pompe que l'occasion méritait. Il savait que cette affaire serait le couronnement de sa carrière et il imaginait déjà les gros titres des journaux du lendemain. Le système de détournement de fonds découvert dans la société d'investissement Panorama Capital avait brassé plus de 15 millions d'euros et toutes les preuves pointaient directement vers Romain Dubois, qui travaillait comme analyste système senior pour l'entreprise depuis 8 ans. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, chers confrères et membres de la presse ici présents, commença Richard d'une voix ferme et posée. Nous avons devant nous une affaire qui représente tout ce qu'il y a de plus répréhensible dans le comportement humain lorsque l'avidité l'emporte sur l'honnêteté et le caractère. L'accusé, Romain Dubois, a pendant des mois utilisé ses connaissances techniques
et son accès privilégié au système de Panorama Capital pour détourner systématiquement les fonds des investisseurs, lésant des centaines de familles qui avaient confié leurs économies à cette institution. La voix du procureur résonnait dans la salle avec la précision d'un acteur expérimenté. Il gesticulait de manière calculée, pointant tantôt Romain du doigt, tantôt s'adressant directement au jury. « Les preuves que nous présenterons sont irréfutables, » continua-t-il. « Des connexions effectuées avec l'identifiant de l'accusé au milieu de la nuit, des transferts autorisés via son mot de passe personnel et une trace numérique aussi claire que des empreintes dans le sable. Monsieur Romain Dubois a cru que son expertise en technologie suffirait à dissimuler ses crimes. Mais la justice moderne dispose d'outils tout aussi sophistiqués pour démasquer ceux qui pensent pouvoir déjouer le système. » Marine écoutait chaque mot avec une attention absolue, ses petits poings serrés sur ses genoux. Elle savait que l'homme en costume sombre racontait une version de l'histoire qui ne correspondait pas à la vérité qu'elle connaissait. À côté d'elle, Madame Constance chuchotait des prières, demandant à Sainte Rita, patronne des causes impossibles, d'intercéder pour la famille en ce moment de désespoir. L'avocat Paul Martin savait que sa défense serait ardue. Les preuves techniques présentées par l'accusation étaient vraiment accablantes, et il ne disposait que de ce qu'il considérait comme une défense émotionnelle basée sur le caractère irréprochable de Romain tout au long de sa carrière. Quand son tour de parler arriva, Paul se leva avec toute la dignité qu'il put rassembler. « Monsieur le juge Henri Morel, » dit-il en s'adressant respectueusement au juge, « ce que nous avons ici n'est pas un cas de culpabilité prouvée, mais bien de circonstances qui peuvent s'expliquer de diverses manières. Mon client, Romain Dubois, est un homme intègre, un père dévoué, un professionnel exemplaire depuis 8 ans chez Panorama Capital, sans la moindre tache sur son dossier professionnel ou son casier judiciaire. Les preuves numériques, aussi techniques soient-elles, ne peuvent à elles seules déterminer la culpabilité d'un homme sans que d'autres possibilités ne soient envisagées. » Le juge Henri observait tout avec son expression impénétrable habituelle. Au fil des ans, surtout après l'accident qui avait changé sa vie à jamais, il avait développé une capacité presque surhumaine à rester émotionnellement distant des affaires qu'il jugeait. Pour lui, la loi était claire, les preuves parlèrent d'elles-mêmes, et les sentiments n'avaient aucune place dans ses décisions. Cette posture lui avait valu le respect et la crainte à parts égales parmi ses collègues et les avocats. Pendant toute la matinée, le procureur Richard présenta son argumentation avec la précision d'un chirurgien. Des documents furent exhibés, des expertises techniques furent expliquées en détail, et des témoins de l'entreprise firent des dépositions qui semblaient sceller définitivement le sort de Romain. À chaque preuve présentée, Marine sentait son cœur s'accélérer, mais elle restait silencieuse, observant chaque mouvement, chaque mot, chaque geste des adultes qui décideraient de l'avenir de sa famille. Quand l'horloge de la salle marqua 12h15, le juge Henri annonça une pause pour le déjeuner. La foule commença à se disperser lentement, tandis que les journalistes en profitaient pour faire leurs premières analyses en direct pour les journaux télévisés. Marine resta assise, tenant toujours la main de sa grand-mère, observant son père être conduit par les agents de sécurité jusqu'à une salle réservée. C'est pendant cette pause que quelque chose commença à s'agiter en elle. Elle avait un secret, une information que personne ne semblait avoir jugée importante, mais qu'elle savait pouvoir changer complètement le cours de cette histoire. Au cours des derniers mois, Marine avait passé plusieurs nuits à l'hôpital en raison de complications suite à une opération de l'appendicite. Et l'une de ces nuits, plus précisément la nuit du 15 au 16 janvier, son père était resté à ses côtés à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pendant toute la nuit. La fillette se souvenait parfaitement de cette nuit, car elle avait été l'une des pires de sa vie. La douleur était insupportable, et elle avait supplié son père de ne pas la laisser seule. Romain avait dormi dans un fauteuil inconfortable à côté de son lit, lui tenant la main chaque fois qu'elle se réveillait effrayée. L'infirmière de nuit, une dame sympathique nommée Eulalie, avait commenté à plusieurs reprises à quel point il était touchant de voir un père aussi dévoué. Ce que Marine ne comprenait pas, c'était pourquoi cette information n'était pas prise en compte dans le procès. Après tout, si son père était avec elle à l'hôpital dans la nuit du 15 au 16 janvier, comment aurait-il pu effectuer les transferts que le procureur affirmait avoir eu lieu exactement à cette date et à cette heure?
Lorsque la séance reprit, à 14 heures, la salle était encore plus bondée. La répercussion de l'affaire s'était répandue sur les réseaux sociaux, et de nombreuses personnes avaient quitté leur travail plus tôt pour suivre le déroulement du procès, qui promettait d'être historique. Marine reprit sa place à côté de sa grand-mère, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Elle n'était plus seulement en train d'observer, elle se préparait. Le procureur Richard reprit sa plaidoirie finale avec encore plus de vigueur. « Mesdames et messieurs les jurés, dit-il en marchant lentement devant le banc du jury, nous sommes face à une affaire qui mettra à l'épreuve notre capacité à faire prévaloir la justice sur la manipulation émotionnelle. Peu importe à quel point l'accusé peut paraître sympathique, peu importe le nombre de larmes versées dans cette salle, ce qui compte, ce sont les faits. Et les faits sont limpides. Romain Dubois a détourné 15 millions d'euros des investisseurs de Panorama Capital en utilisant ses connaissances techniques et sa position privilégiée dans l'entreprise. À mesure que le procureur parlait, Marine sentait une agitation croissante. Elle regardait son père qui gardait la tête basse, clairement résigné à son sort. Elle regardait son avocat qui feuilletait des papiers sans grand enthousiasme. Elle regardait le juge, impassible dans son fauteuil roulant, comme une statue de marbre qui observait tout sans manifester la moindre émotion. C'est alors que quelque chose en elle explosa. Marine se leva de son siège avec une détermination qui la surprit elle-même. Sa voix, claire et ferme pour une enfant de 10 ans, fendit l'air solennel de la salle comme une lame aiguisée. « Monsieur le juge !» cria-t-elle, faisant tourner toutes les têtes dans sa direction. « Vous vous trompez, mon père n'a rien fait de tout ça. » La salle entière entra dans un état de choc absolu. Des murmures de surprise et d'indignation commencèrent à se propager parmi les présents, tandis que les agents de sécurité du tribunal regardèrent le juge en attendant des instructions sur la manière de gérer cette situation inédite. Le procureur Richard s'arrêta au milieu de son discours, bouche bée, ne sachant comment réagir à l'interruption. Le juge Henri, quant à lui, fixa la fillette avec une expression mêlant irritation et surprise. « Mademoiselle, dit-il d'une voix contrôlée mais ferme, vous ne pouvez pas interrompre une audience du tribunal de cette manière. Veuillez vous asseoir et garder le silence, sinon je devrais demander votre expulsion de la salle. » Mais Marine ne se laissa pas intimider. Au contraire, elle fit un pas en avant, sortant de la rangée où elle se trouvait et marchant vers le centre de la salle. Sa voix résonna encore plus fort et plus clairement lorsqu'elle répliqua. « Vous avez dit que vous vouliez entendre la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, je connais la vérité. Mon père était avec moi à l'hôpital la nuit dont vous parlez. Il ne pouvait pas voler de l'argent parce qu'il s'occupait de moi. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Même le bruit des voitures au dehors ou le bourdonnement de la climatisation ne parvenait pas à briser la tension qui s'était emparée de la salle. Le juge Henri se pencha légèrement en avant, observant la fillette avec une attention qu'il n'avait pas montrée depuis des années pour quiconque se présentait devant lui. Marine profita de ce moment d'attention absolue pour continuer. « Et il y a plus, monsieur le juge. Si vous libérez mon père, je vous ferai remarcher. » L'affirmation tomba comme une bombe sur toutes les personnes présentes. Des rires nerveux commencèrent à fuser de certains coins de la salle, tandis que d'autres chuchotaient des commentaires sur l'innocence et la naïveté enfantine. Le procureur Richard secoua la tête avec dédain, comme quelqu'un qui observe un enfant faire un caprice inopportun. Mais le juge Henri ne rit pas. Quelque chose dans le regard de cet enfant, dans la conviction absolue de sa voix, dans le courage incroyable qu'elle démontrait en défiant tout un système judiciaire, l'avait touché d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Pour la première fois en 7 ans, depuis l'accident qui avait changé sa vie à jamais, il sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas de la douleur, ni de l'inconfort, c'était quelque chose dont il avait oublié l'existence, une sensation presque imperceptible de fourmillement dans les jambes. Le fourmillement que le juge Henri Morel ressentit dans ses jambes ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour ébranler toute la structure de contrôle émotionnel qu'il avait construite au cours des 7 dernières années. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter ce qui venait de se passer, tout en observant la fillette qui restait debout au centre de la salle, les bras croisés et une détermination qui défiait toute logique d'adulte. La salle était toujours en état de commotion. Certains spectateurs riaient ouvertement de l'affirmation naïve de l'enfant sur le fait de faire remarcher le juge.
tandis que d'autres chuchotaient des commentaires sur le manque d'éducation et de respect des enfants modernes. Les journalistes, quant à eux, avaient trouvé le moment le plus dramatique du procès, et leurs caméras se focalisaient alternativement sur Marine et l'expression perplexe du magistrat. « Monsieur le juge », dit le procureur Richard, se remettant du choc initial et adoptant un ton condescendant, « je demande au tribunal d'ignorer complètement cette interruption infantile et de rester concentré sur les preuves concrètes qui ont été présentées. Il est compréhensible qu'une enfant veuille défendre son père, mais nous ne pouvons permettre que des émotions et des fantaisies infantiles contaminent un processus judiciaire sérieux. » Mais le juge Henry leva la main, demandant le silence. Quelque chose dans la façon dont Marine avait parlé, dans la conviction absolue de sa voix, l'intriguait profondément. En 23 ans de carrière, il avait été témoin de toutes sortes de tentatives de manipulation émotionnelle, des larmes répétées aux évanouissements théâtraux, mais il n'avait jamais vu une enfant faire preuve d'une telle certitude sur des faits spécifiques. « Mademoiselle, dit-il en se penchant légèrement en avant, vous affirmez que votre père était avec vous à l'hôpital dans la nuit du 15 au 16 janvier. Êtes-vous absolument certaine de cette date ?» Marine hocha la tête avec véhémence. « Oui, monsieur le juge. C'était la nuit où j'ai eu très mal après mon opération de l'appendicite. Mon père a dormi dans le fauteuil à côté de mon lit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière parce que je lui ai demandé de ne pas me laisser seule. L'infirmière Eulalie a même dit que c'était beau de voir un père aussi dévoué. » L'avocat Paul Martin, qui jusqu'alors s'était résigné à la défaite imminente, sentit une étincelle d'espoir s'allumer en lui. Il avait enquêté superficiellement sur la vie personnelle de Romain, mais ne s'était pas attardé sur les détails médicaux de la famille. Maintenant, pour la première fois de tout le procès, il voyait une réelle possibilité de défense. « Monsieur le juge, dit Paul en se levant rapidement, je demande une suspension de séance pour que nous puissions vérifier les dossiers hospitaliers mentionnés par la mineure. Si les informations sont correctes, cela changerait complètement le contexte des accusations. » Le procureur Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pendant toute la construction de l'affaire, il s'était concentré exclusivement sur les preuves numériques, les considérant comme irréfutables. La possibilité que l'accusé ait un alibi solide pour la nuit des crimes n'avait jamais été envisagée, et il se retrouvait maintenant face à une situation qui pouvait compromettre toute son argumentation. « Monsieur le juge, protesta Richard, il est inadmissible que nous changions le cours d'un procès sur la base des paroles d'une enfant de 10 ans. Les preuves techniques présentées sont catégoriques et ne peuvent être remises en question par des allégations sans fondement. » Mais le juge Henry éprouvait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une curiosité authentique. Cet enfant avait éveillé en lui un besoin d'enquêter plus profondément, de ne pas se contenter des preuves superficielles qui lui avaient été présentées. C'était comme si une voix intérieure, longtemps réduite au silence, commençait à murmurer à ses oreilles. « Maître Santini, dit Henry d'une voix ferme, au cours de toutes mes années de magistrature, j'ai appris que la véritable justice exige que nous examinions toutes les possibilités, aussi improbables qu'elles puissent paraître. S'il existe une possibilité que l'accusé ait un alibi pour la nuit des crimes, il est de notre devoir de vérifier cette information. » Marine sourit pour la première fois depuis le début du procès. Elle savait qu'elle avait obtenu quelque chose d'important, même si elle ne comprenait pas entièrement les implications juridiques de ce qui se passait. Sa grand-mère, Madame Constance, lui serra la main avec force, murmurant une prière de gratitude à voix basse. Romain, qui était resté silencieux pendant toute la discussion, leva les yeux pour la première fois depuis des heures. L'espoir qu'il voyait sur le visage de sa fille était à la fois réconfortant et angoissant. Il savait que Marine disait la vérité sur cette nuit à l'hôpital, mais il craignait que même ainsi, les preuves numériques soient considérées comme plus convaincantes que la parole d'une enfant. Le juge ordonna une suspension de 2 heures pour que les dossiers hospitaliers soient demandés et analysés. La salle commença à se vider lentement, mais de nombreux spectateurs préférèrent rester au palais de justice, sentant qu'ils assistaient à quelque chose d'historique. Les journalistes profitèrent de la pause pour faire des analyses en direct, spéculant sur les possibles rebondissements de l'affaire. Marine fut conduite par sa grand-mère dans une salle réservée où elles purent parler en privé. Madame Constance, une femme pieuse qui avait élevé Romain seul après la mort de son mari dans un accident de travail, tenait les mains de sa petite fille en
essayant de comprendre pleinement ce qui s'était passé. « Ma chérie, dit Constance d'une voix douce, es-tu absolument certaine que ton père était avec toi à l'hôpital cette nuit-là? C'est très important, et nous ne pouvons commettre aucune erreur. » Marine secoua la tête avec conviction. « Mamie, je me souviens de tout. Papa est arrivé à l'hôpital à 7 heures du soir et n'est parti que le lendemain matin quand le docteur Paul est venu m'examiner. Il a dormi dans le fauteuil, il m'a tenu la main quand j'ai fait des cauchemars, et il a même aidé l'infirmière. Eulalie a changé ma perfusion quand la veine de mon bras s'est bouchée. » Pendant ce temps, dans son bureau, le juge Henri éprouvait des sensations physiques qu'il n'avait pas ressenties depuis 7 ans. Le fourmillement dans ses jambes était revenu, plus intense cette fois, accompagné d'une étrange sensation de chaleur qui montait le long de sa colonne vertébrale. Il essaya de bouger les orteils dans ses chaussures et, à son grand étonnement, sentit une réponse presque imperceptible. Henri s'était habitué à la paralysie comme à une sentence définitive. Les médecins avaient été clairs sur l'étendue des dommages à sa moelle épinière après l'accident qu'il avait subi 7 ans plus tôt. C'était un cas sans espoir de guérison, et il avait appris à vivre avec cette réalité, canalisant toute son énergie dans son travail et développant une froideur émotionnelle qui le protégeait de toute forme de vulnérabilité. L'accident s'était produit par une nuit pluvieuse de septembre, alors qu'Henri rentrait chez lui après une journée particulièrement difficile au tribunal. Il enquêtait sur une affaire complexe de corruption impliquant des hommes d'affaires influents et avait reçu plusieurs menaces voilées au cours des semaines précédentes. À l'époque, un camion était entré en collision avec sa voiture dans un virage mal signalé, causant des blessures qui l'avaient laissé paraplégique. La police avait classé l'affaire comme un accident et Henri, pendant les longs mois de convalescence et d'adaptation, avait choisi de croire à cette version. Il était plus facile d'accepter d'avoir été victime du hasard que d'affronter la possibilité que quelqu'un ait tenté de le faire taire définitivement. Avec le temps, il avait mentalement classé non seulement ses soupçons sur l'accident, mais aussi sa passion pour la véritable justice. Maintenant, en observant cette fillette courageuse qui avait défié tout un système pour défendre la vérité, Henri sentait comme si quelque chose en lui se réveillait. C'était comme si Marine avait ouvert une porte qu'il avait verrouillée depuis longtemps, permettant à la lumière d'entrer à nouveau dans son âme. 2 heures plus tard, lorsque la séance reprit, l'atmosphère dans la salle était complètement différente. Le greffier du tribunal avait réussi à contacter directement l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et était en possession des dossiers médicaux de Marine Dubois pour la période de janvier. De plus, l'infirmière Eulalie Ferreira, qui avait travaillé de nuit du 15 au 16 janvier, avait été localisée et était en route pour le tribunal pour témoigner. Le juge Henri retourna à sa place avec une posture visiblement différente. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas présent le matin, une intensité qui incitait instinctivement les présents à s'installer plus confortablement sur leur siège. Le procureur Richard, quant à lui, semblait visiblement nerveux, réorganisant ses papiers à plusieurs reprises et essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. « Mesdames et messieurs, » annonça le juge, « les dossiers hospitaliers ont été vérifiés et confirment que l'accusé Romain Dubois est resté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de 19h30 le 15 janvier jusqu'à 8h15 le 16 janvier, accompagnant sa fille mineure pendant la période post-opératoire d'une appendicectomie compliquée. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Marine sourit ouvertement, tandis que Romain sentait les larmes couler sur ses joues. L'avocat Paul Martin tentait de garder son sang-froid professionnel, mais le soulagement était visible sur son visage. Le juge continua. « De plus, l'infirmière responsable du service de nuit sera ici dans quelques minutes pour confirmer personnellement la présence de l'accusé pendant toute la période où les mouvements financiers frauduleux auraient eu lieu. » Le procureur Richard se leva, brusquement, le visage visiblement altéré. « Monsieur le juge, protesta-t-il d'une voix tremblante, même si l'accusé était physiquement présent à l'hôpital, cela n'élimine pas la possibilité qu'il ait utilisé des appareils mobiles ou d'autres outils technologiques pour effectuer les transactions à distance. » Mais le juge Henri éprouvait une clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Maître Santini, » répondit-il fermement, « les preuves présentées par l'accusation indiquaient spécifiquement que les transactions ont été effectuées depuis le terminal de travail de l'accusé, qui se trouve physiquement dans les locaux de Panorama Capital. Si M. Dubois était à l'hôpital pendant toute cette période,
Il lui était impossible d'utiliser ce terminal. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit et une femme noire d'une 50aine d'années, vêtue d'un uniforme d'hôpital, entra. C'était Eulalie Ferreira, l'infirmière qui s'était occupée de Marine pendant cette nuit cruciale. Elle marchait avec la dignité de celle qui avait consacré plus de 20 ans de sa vie à soigner les autres, et ses yeux témoignaient de la bonté naturelle de quelqu'un qui avait choisi une profession basée sur la compassion. Quand Eulalie vit Marine dans le public, son visage s'illumina d'un sourire maternel. La fillette lui fit un signe timide, se souvenant de la gentillesse de cette femme qui avait rendu une nuit difficile un peu plus supportable. L'infirmière fut conduite à la barre des témoins et le juge Henri la salua avec une courtoisie qui surprit tous les présents. « Madame Eulalie, dit-il, vous souvenez-vous de la nuit du 15 au 16 janvier, lorsque vous vous êtes occupée de la patiente Marine Dubois ?»« Je m'en souviens, monsieur le juge, » répondit Eulalie d'une voix claire et assurée. « C'est une nuit qui m'a beaucoup marqué, car nous voyons rarement un père aussi dévoué. Monsieur Romain n'a pas quitté le chevet de sa fille une seule minute. Quand la petite faisait des cauchemars ou avait mal, il était toujours là pour la calmer. Il m'a même proposé son aide lorsque j'ai dû changer sa perfusion parce que sa veine posait problème. » Le procureur Richard sentait que l'affaire lui échappait complètement. Pendant des mois, il avait construit toute son argumentation sur l'infaillibilité des preuves numériques, et il se retrouvait maintenant face à des témoins qui contredisaient complètement sa théorie. Mais il n'était pas prêt à abandonner facilement. « Madame Eulalie, » dit Richard en se levant d'un ton qui se voulait intimidant, « êtes-vous absolument certaine que l'accusé n'a pas quitté la chambre, même pour quelques minutes, pendant la nuit ? N'est-il pas possible qu'il se soit absenté brièvement pendant que l'enfant dormait ?» Eulalie regarda le procureur avec la patience de celle qui avait déjà eu affaire à de nombreuses personnes difficiles au cours de sa carrière. « Monsieur le procureur, » répondit-elle fermement, « je travaille depuis 22 ans dans les hôpitaux, et mon travail consiste à observer tout ce qui se passe avec mes patients. Je peux vous garantir que ce père n'a pas quitté le chevet de sa fille, même pas pour prendre un café. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai apporté du café pendant la nuit parce qu'il refusait de quitter la chambre. » À ce moment, le juge Henri sentit à nouveau le fourmillement dans ses jambes, plus intense qu'auparavant. Cette fois, la sensation était accompagnée d'une sorte de chaleur qui se propageait dans tout son corps, comme si chaque cellule se réveillait d'un long sommeil. Il essaya discrètement de bouger les orteils et sentit une réponse plus claire, un mouvement presque imperceptible qui le remplit d'un espoir qu'il avait oublié. L'infirmière poursuivit son témoignage, décrivant en détail comment Romain était resté éveillé la majeure partie de la nuit, parlant doucement à Marine chaque fois qu'elle se réveillait, aidant aux procédures médicales et faisant preuve d'un dévouement qui avait touché toute l'équipe de l'hôpital. Le juge Henri observait attentivement chaque mot, chaque geste, chaque expression d'Eulalie. Il y avait en elle une authenticité qui contrastait radicalement avec la performance calculée du procureur. C'était la différence entre quelqu'un qui avait vécu une expérience réelle et quelqu'un qui essayait de construire un récit basé uniquement sur des données froides. Quand le témoignage prit fin, le silence qui s'installa dans la salle était lourd de sens. Tous les présents comprenaient qu'ils venaient d'assister à un retournement de situation qui changerait complètement le cours du procès. Marine tenait fermement la main de sa grand-mère, sentant qu'elle avait réussi à faire prévaloir la vérité, même si elle ne comprenait pas encore toutes les implications juridiques de ce qui se passait. Le juge Henri annonça alors une nouvelle suspension, cette fois pour qu'il puisse analyser attentivement toutes les preuves à la lumière des nouvelles informations. Mais alors qu'il se préparait à quitter la salle, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il tenta de déplacer son fauteuil roulant et instinctivement força sur ses jambes. À son grand étonnement, il sentit ses muscles répondre légèrement, comme s'il se souvenait d'une fonction oubliée depuis longtemps. Le magistrat dissimula sa surprise, mais à l'intérieur, il vivait un tourbillon d'émotions qu'il n'avait pas connu depuis des années. C'était comme si le courage de cette fillette, sa foi inébranlable en la vérité, contaminait d'une manière ou d'une autre tout son être et réveillait des forces qu'il croyait perdues à jamais. Lorsque le juge Henri Morel arriva dans son bureau, après la deuxième suspension de la journée, il ne pouvait plus ignorer les sensations physiques qui se produisaient dans son corps. Le fourmillement s'était intensifié et s'étendait maintenant à toute la région lombaire, créant une sensation de vie qu'il avait complètement oubliée.
Pour la première fois en 7 ans, il essaya consciemment de contracter les muscles de ses cuisses et sentit une réponse faible, mais indéniable. Assis dans son fauteuil roulant devant le bureau en acajou qui dominait la pièce, Henri ouvrit le dossier avec une attention renouvelée. Tout au long de sa carrière, il avait pris l'habitude d'accepter les preuves présentées par les parties, faisant confiance à la compétence et à l'honnêteté des procureurs et des avocats qui se présentaient à son tribunal. Mais maintenant, mu par une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, il commença à examiner chaque document avec l'œil d'un enquêteur. Ce qu'il découvrit le perturba profondément. Les preuves numériques, bien que techniquement correctes, présentaient des lacunes temporelles qui n'avaient pas été correctement expliquées. Les journaux de connexion montraient une activité sur le terminal de Romain dans la nuit du 15 au 16 janvier, mais il n'y avait aucune trace d'entrée ou de sortie du bâtiment de Panorama Capital. Comment quelqu'un pouvait-il utiliser un terminal sans d'abord accéder physiquement au bâtiment? Henri prit le téléphone et appela directement le service de sécurité de l'entreprise. Après quelques minutes d'attente, il réussit à parler au chef de la sécurité, un ancien gendarme nommé Sébastien, qui travaillait dans le bâtiment depuis plus de 10 ans. « Monsieur Sébastien, dit Henri, je suis le juge Henri Morel, responsable de l'affaire Panorama Capital. J'ai besoin de confirmer quelques informations sur les registres d'accès des employés. Pourriez-vous vérifier s'il y a une trace de l'entrée de l'employé Romain Dubois dans la nuit du 15 au 16 janvier ? Bien sûr, monsieur le juge, répondit Sébastien avec empressement. Un instant, je vérifie dans le système. Après quelques minutes de silence, la voix de l'homme revint avec un ton de confusion. Monsieur le juge, c'est très étrange. Il n'y a aucune trace de l'entrée de monsieur Romain Dubois à cette date. En fait, son dernier accès remonte à l'après-midi du 15, quand il est parti à 17h20. La révélation frappa Henri comme un coup de poing à l'estomac. Si Romain avait quitté son travail à 17h20 et était à l'hôpital à 19h30, il était physiquement impossible qu'il soit retourné au bâtiment pendant la nuit pour effectuer les transactions frauduleuses. Quelqu'un avait utilisé ses identifiants à distance, ou pire encore, quelqu'un avait manipulé les registres pour l'incriminer. Henri sentit une vague d'indignation parcourir tout son corps, accompagnée d'une sensation physique qui le surprit. Ses muscles abdominaux se contractèrent involontairement, comme si son corps répondait à l'intensité de ses émotions. C'était comme si la découverte de l'injustice redonnait littéralement vie aux parties de son corps qui étaient restées endormies pendant des années. Le magistrat décida d'approfondir encore l'enquête. Il demanda au greffier de lui apporter toutes les dépositions des témoins cités par le procureur Richard, y compris celles qui avaient été écartées lors de la phase préliminaire. C'est alors qu'il découvrit quelque chose qui le fit douter non seulement de cette affaire, mais de toute la confiance qu'il avait placée dans le système tout au long de sa carrière. Parmi les dépositions écartées se trouvait précisément celle de l'infirmière Eulalie Ferreira. Elle avait été entendue lors de l'enquête préliminaire et avait clairement mentionné la présence de Romain à l'hôpital pendant toute la nuit. Cependant, sa déposition avait été classée au motif qu'elle n'était pas pertinente pour l'affaire. La décision avait été prise par le procureur Richard lui-même, qui avait soutenu que les questions médicales de la famille de l'accusé n'avaient aucun rapport avec les crimes financiers faisant l'objet de l'enquête. Henri sentait la colère monter en lui comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Pendant des années, il s'était enorgueilli de présider un tribunal où la justice prévalait sur tout intérêt personnel. Découvrir qu'un procureur avait délibérément omis des preuves qui pouvaient innocenter un accusé était un affront à tout ce en quoi il croyait. Mais il y avait plus. En examinant le dossier avec une attention renouvelée, Henri découvrit que d'autres dépositions avaient été manipulées ou simplement ignorées. Un agent d'entretien de Panorama Capital avait signalé avoir vu des mouvements suspects à l'étage administratif pendant la nuit, mais son témoignage avait été écarté car jugé peu fiable en raison de son faible niveau d'éducation. Un technicien informatique avait mentionné des irrégularités dans les journaux systèmes, mais ces observations avaient été classées comme des spéculations techniques sans fondement. Chaque découverte était comme une pièce de puzzle qui révélait une image de plus en plus troublante. Henri commença à réaliser qu'il n'était pas face à un cas isolé de négligence procédurale, mais bien à une manipulation systématique
destiné à garantir la condamnation de Romain, indépendamment de sa culpabilité réelle. Pendant ce temps, dans la salle d'attente du palais de justice, Marine discutait avec sa grand-mère des événements de la journée. La fillette, malgré son jeune âge, avait une perception aiguë de ce qui se passait autour d'elle. Elle avait remarqué à quel point le procureur était devenu nerveux après sa déposition, comment ses mains tremblaient quand il réorganisait ses papiers, comment sa voix avait perdu sa confiance initiale. « Mamie, dit Marine en tirant la manche de la robe de Madame Constance, cet homme en costume sombre ne dit pas la vérité sur papa, n'est-ce pas ?» Constance regarda sa petite fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Sa petite Marine avait fait preuve d'un courage extraordinaire, mais elle craignait les conséquences de défier des personnes puissantes. « Ma chérie, répondit-elle avec précaution, parfois les adultes font des erreurs, même quand ils croient faire ce qui est juste. L'important, c'est que la vérité finit toujours par éclater. » Mais Marine n'était pas satisfaite des réponses vagues. Elle avait grandi en entendant les conversations chuchotées entre les adultes de la famille, captant des bribes d'informations que les aînés pensaient qu'elle ne comprenait pas. Elle savait que son père était accusé de voler de l'argent, savait que des personnes très importantes voulaient le voir en prison, et savait que quelque chose n'allait pas dans tout ce processus. De retour à son bureau, Henri décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, enquêter personnellement sur les antécédents du procureur Richard Santini. Ce qu'il découvrit le perturba encore plus. Richard avait bâti sa carrière sur une série impressionnante de condamnations dans des affaires très médiatisées, impliquant toujours des accusés qui défiaient d'une manière ou d'une autre les intérêts d'hommes d'affaires influents ou de politiciens puissants. 5 ans plus tôt, Richard avait obtenu la condamnation d'un journaliste d'investigation qui était sur le point de publier un reportage sur la corruption dans les marchés publics. 3 ans plus tôt, il avait réussi à faire emprisonner un comptable qui avait découvert des irrégularités fiscales dans une entreprise de BTP ayant des relations politiques. Et maintenant, Romain Dubois, un analyste système qui en savait peut-être trop, sur des mouvements financiers suspects chez Panorama Capital. Le schéma était trop clair pour être une coïncidence. Henri avait l'impression de se réveiller d'un profond sommeil et de découvrir que le monde autour de lui s'était transformé en une farce élaborée. Chaque affaire que Richard avait gagnée représentait potentiellement une personne innocente, sacrifiée pour protéger des intérêts obscurs. C'est alors qu'Henri se souvint de son propre passé, d'une époque où il enquêtait lui aussi sur des affaires de corruption avec la passion de celui qui croyait pouvoir faire la différence. 7 ans plus tôt, juste avant son accident, il menait une enquête sur un système complexe impliquant des détournements de fonds dans les marchés publics, du blanchiment d'argent via des sociétés écrans et la participation de personnalités éminentes du monde politique et des affaires. À l'époque, Henri avait reçu plusieurs menaces voilées. Des appels anonymes au milieu de la nuit, des voitures qui le suivaient en sortant du palais de justice, des messages laissés sur son répondeur lui suggérant de se concentrer sur des affaires moins compliquées. Il avait signalé ces intimidations à la police, mais les enquêtes se heurtaient toujours à des obstacles bureaucratiques ou à un manque de preuves concrètes. Et puis il y eut l'accident, une collision dans un virage mal signalé par une nuit pluvieuse de septembre. Le rapport technique avait conclu à une défaillance mécanique du camion qui l'avait percuté, et le chauffeur, un homme simple de la campagne, avait juré que ses freins avaient soudainement lâché. L'affaire avait été classée comme une fatalité, et Henri, pendant les longs mois de convalescence et d'adaptation à la vie en fauteuil roulant, avait choisi de croire à cette version. Maintenant, en observant la manière systématique dont Richard manipulait les affaires pour protéger des intérêts puissants, Henri commença à se demander si son accident avait vraiment été une coïncidence. Les sensations physiques qu'il éprouvait semblaient directement liées à cette découverte, comme si son corps réagissait à la révélation de la vérité qu'il avait refoulée pendant des années. Henri essaya à nouveau de bouger ses jambes et sentit une réponse plus forte cette fois. Ce n'était pas encore suffisant pour se lever ou faire des pas, mais c'était un progrès indéniable. C'était comme si chaque révélation sur l'injustice redonnait littéralement vie à des parties de son corps qui étaient restées inertes. Le magistrat décida alors de passer un appel qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il chercha dans ses archives personnelles
le numéro de téléphone du commissaire divisionnaire Robert Mendes, un homme intègre qui avait travaillé avec lui sur l'enquête interrompue par l'accident. Robert était l'une des rares personnes en qui Henri avait encore une confiance totale dans le système judiciaire. Robert répondit à la 3e sonnerie et sa voix trahit une surprise sincère en entendant le nom d'Henri. « Juge Morel, quelle surprise de recevoir votre appel après tant d'années. Comment allez-vous » ?« Robert, » répondit Henri, « j'ai besoin de vous parler de quelque chose de très sérieux. Vous souvenez-vous de l'enquête que nous menions avant mon accident sur le système de détournement dans les marchés publics ?»« Bien sûr que je m'en souviens, » dit Robert d'un ton qui devint immédiatement plus grave. « Ce fut l'une des plus grandes frustrations de ma carrière de devoir classer cette affaire. Pourquoi me posez-vous cette question maintenant ?» Henri expliqua rapidement la situation du procès de Romain Dubois, les preuves manipulées par le procureur Richard et les liens qu'il commençait à voir entre différentes affaires. Robert écouta en silence, et quand Henri eut fini de parler, il y eut une longue pause avant la réponse. « Juge Morel, dit finalement Robert, je n'ai jamais complètement cessé d'enquêter sur ce système. Pas officiellement, mais pendant mon temps libre, j'ai suivi des mouvements suspects et collecté des informations. Si vos soupçons sont corrects, il se pourrait que nous ayons enfin une occasion de démasquer toute cette organisation. » La conversation dura près d'1 heure, au cours de laquelle Robert révéla qu'il avait identifié un schéma d'affaires manipulé, impliquant toujours les mêmes procureurs, avocats et hommes d'affaires. Le nom de Richard Santini apparaissait fréquemment dans ce réseau, toujours comme le procureur chargé de garantir des condamnations qui protégeaient des intérêts spécifiques. Quand la conversation se termina, Henri se sentit comme un homme différent. La découverte qu'il n'était pas seul dans sa quête de la vérité, qu'il existait d'autres personnes intègres prêtes à lutter contre la corruption systémique, avait ravivé une flamme qu'il pensait éteinte pour toujours. C'est à ce moment que son téléphone portable sonna. C'était un SMS d'un numéro inconnu. « Faites attention à ce que vous enquêtez. Certains accidents peuvent se répéter. Votre famille pourrait aussi en payer le prix. » Henri sentit un frisson parcourir tout son corps, mais en même temps, il éprouva quelque chose de surprenant. Les muscles de ses jambes se contractèrent involontairement, comme s'il se préparait à un combat. C'était comme si la menace, au lieu de l'intimider, ravivait encore plus sa détermination et par conséquent, sa récupération physique. Il enregistra le message comme preuve et appela immédiatement Robert, qui promit de lancer une enquête sur l'origine de la menace. Après cela, Henri prit une décision qu'il n'avait pas prise depuis des années. Il allait se battre, non seulement pour l'affaire de Romain Dubois, mais contre tout. Le système corrompu qui avait détruit la vie de tant de personnes innocentes. Lorsqu'il retourna au tribunal pour la séance de l'après-midi, Henri était méconnaissable. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'existait pas le matin, une détermination de fer qui incitait tout le monde dans la salle à s'installer instinctivement sur son siège. Marine, l'observant depuis le public, sourit comme si elle pouvait sentir le changement qui s'était opéré chez le magistrat. Le procureur Richard, quant à lui, semblait visiblement ébranlé. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il organisait ses papiers et de la sueur perlait sur son front malgré la climatisation de la salle. C'était comme s'il pouvait sentir que quelque chose de fondamental avait changé dans le cours des événements. « Mesdames et messieurs, » annonça le juge Henri d'une voix ferme, « après une analyse minutieuse de toutes les preuves et dépositions, j'ai déterminé que ce processus présente de graves irrégularités qui exigent une enquête immédiate. J'ordonne la suspension temporaire du procès jusqu'à ce que tous les faits soient dûment éclaircis. » Le procureur Richard se leva brusquement, le visage transfiguré par l'anxiété. « Monsieur le juge, cette décision est totalement inutile. Les preuves contre l'accusé sont irréfutables et ne peuvent être remises en question par de simples coïncidences. » « Maître Santini, » répondit Henri, avec une froideur tranchante comme la glace, « lorsque des preuves cruciales sont omises, lorsque des dépositions sont manipulées, et lorsque la vérité est délibérément dissimulée, nous ne parlons pas de coïncidence. Nous parlons d'obstruction à la justice. » Le silence qui suivit fut assourdissant. À ce moment, tous dans la salle comprirent qu'ils n'assistaient plus à un procès ordinaire, mais bien au début d'une révélation qui pourrait ébranler toute la structure du système judiciaire local. 3 semaines s'écoulèrent depuis la
Suspension du procès. Et le palais de justice de l'île de la Cité était devenu l'épicentre d'une enquête qui ébranlait les structures du pouvoir à Paris. Le commissaire divisionnaire Robert Mendes avait mobilisé une force spéciale qui travaillait 24 heures sur 24 pour démêler l'étendue du réseau criminel que le juge Henri Morel avait commencé à découvrir. Pendant cette période, Henri avait connu une transformation qui défiait toute explication médicale. Les sensations dans ses jambes s'étaient intensifiées progressivement, et il pouvait maintenant bouger les orteils avec facilité, contracter les muscles des cuisses et même ressentir de la douleur quand quelqu'un touchait ses jambes. Ses médecins étaient perplexes, parlant de miracles et de guérisons inexpliquées, mais Henri savait que sa guérison était directement liée à son retour à la quête de la véritable justice. Le matin de l'audience, qui devait déterminer le sort de Romain Dubois, et potentiellement de nombreuses autres personnes impliquées dans le réseau, Marine se réveilla avec une étrange sensation. C'était comme si elle pouvait sentir dans l'air que quelque chose de très important allait se produire. Elle mit sa plus belle robe, une pièce jaune que sa mère avait achetée avant de décéder, et demanda à sa grand-mère Constance de lui faire ses plus belles tresses. « Ma chérie, dit Constance en peignant les cheveux de sa petite fille, tu sais qu'aujourd'hui pourrait être un jour très spécial, n'est-ce pas? Ton père pourrait enfin rentrer à la maison, et tout cela grâce à ton courage. » Marine hocha la tête sérieusement. « Mamie, j'ai toujours su que papa était innocent, et j'ai aussi toujours su que ce juge allait remarcher. Il y a des choses qu'on sent dans son cœur, et le cœur ne ment jamais. » Quand elles arrivèrent au palais de justice, la foule était encore plus nombreuse que le premier jour du procès. Des journalistes de tout le pays s'étaient déplacés à Paris pour couvrir ce qui était déjà appelé « l'affaire qui changera la justice française ». Marine serra fort la main de sa grand-mère en marchant au milieu des caméras et des microphones qui se disputaient la moindre déclaration. Dans son bureau, Henri faisait les derniers préparatifs pour l'audience la plus importante de sa carrière. Pour la première fois en 7 ans, il avait réussi à se tenir debout pendant quelques secondes la veille au soir, en s'appuyant sur le bureau de son cabinet à la maison. La sensation d'avoir à nouveau le sol sous ses pieds avait été indescriptible, comme retrouver une partie de lui-même qu'il pensait avoir perdue à jamais. Robert Mendes arriva au bureau en portant un volumineux dossier qui contenait le résultat de 3 semaines d'enquête intensive. « Henri, dit-il avec une satisfaction évidente, nous avons suffisamment de preuves pour démanteler toute l'organisation. Ce que nous avons découvert dépasse vos pires soupçons. » L'enquête avait révélé que le réseau criminel opérait depuis plus de 10 ans, impliquant un réseau complexe d'hommes d'affaires, de politiciens, de juges corrompus, de procureurs et de commissaires qui manipulaient le système judiciaire pour protéger des intérêts financiers spécifiques. Panorama Capital n'était qu'une des nombreuses sociétés écrans utilisées pour blanchir l'argent détourné des marchés publics, et Romain Dubois avait été choisi comme bouc émissaire parce qu'il avait commencé à poser des questions sur des irrégularités qu'il avait remarquées dans le système. Le chef de l'organisation était Maurice Bertrand, un homme d'affaires milliardaire propriétaire d'un conglomérat d'entreprises de BTP qui détenait des contrats millionnaires avec diverses mairies et organismes régionaux. Bertrand avait bâti un empire basé sur les pots de vin, les contrats surfacturés et l'élimination systématique de toute personne qui pouvait menacer son système. Aux côtés de Bertrand opérait le député Charles Dupont, responsable de faire voter des lois qui facilitaient les affaires du groupe et protégeaient juridiquement leurs opérations. Le troisième membre du sommet était le commissaire adjoint Paul Fréchet, qui manipulait les enquêtes, falsifiait les preuves et s'assurait que les affaires arrivaient entre les mains de procureurs alliés. Le procureur Richard Santini n'était qu'une pièce du système, mais une pièce fondamentale. Sa fonction était de s'assurer que les ennemis de l'organisation soient condamnés, indépendamment de leur culpabilité réelle, et que les membres du groupe échappent impunément à toute accusation. En échange, il recevait un appartement de luxe à Genève, un salaire mensuel de 50 000 € et la promesse d'une nomination à la Cour de cassation à l'avenir. Robert avait réussi à enregistrer une conversation téléphonique entre Richard et Paul Fréchet où les deux discutaient ouvertement de la manière d'incriminer Romain Dubois. Dans l'enregistrement, il était clair qu'ils connaissaient l'innocence de l'ingénieur, mais qu'ils avaient besoin d'un coupable pour clore l'affaire Panorama Capital et protéger les vrais responsables des détournements.
Mais la découverte la plus choquante de l'enquête concernait l'accident d'Henri lui-même. 7 ans plus tôt. Le chauffeur du camion qui l'avait percuté était employé d'une société de transport appartenant à Maurice Bertrand. Robert avait localisé l'homme qui vivait maintenant caché dans la Creuse et avait obtenu de lui une confession complète. L'accident avait été planifié dans les moindres détails. Le camion avait été saboté pour que ses freins lâchent exactement dans le virage où Henri passait tous les soirs en rentrant du travail. Le chauffeur, un homme simple avec de jeunes enfants, avait été contraint de participer au plan sous la menace de mort pour sa famille. Après l'accident, il avait reçu de l'argent pour garder le silence et avait reçu l'ordre de déménager loin de Paris. Quand Henri apprit la vérité sur son accident, il ressentit une vague d'émotion si intense que tout son corps réagit. Pour la première fois depuis sa paralysie, il réussit à bouger ses 2 jambes simultanément, pliant les genoux et sentant le sang circuler normalement dans des membres qui étaient restés inertes pendant des années. C'était comme si la révélation de l'injustice qu'il avait subie redonnait littéralement vie à son corps. L'audience fut fixée à 14 heures, et lorsque l'heure arriva, la salle du tribunal était comble, au-delà de sa capacité. Autorités, journalistes, curieux et familles des personnes impliquées se disputaient chaque centimètre carré d'espace disponible. Marine était assise au premier rang, à côté de sa grand-mère et de son père, qui avait été libéré de sa détention provisoire après les premières révélations de l'enquête. Romain tenait la main de sa fille, les larmes aux yeux. Pendant ces 3 semaines, il avait pleinement compris ce que Marine avait fait pour lui. Une enfant de 10 ans avait eu le courage d'affronter tout un système corrompu, et sa foi inébranlable en la vérité avait été le catalyseur de la plus grande opération anticorruption de l'histoire récente de Paris. Quand le juge Henri entra dans la salle, le silence fut absolu. Tout le monde pouvait percevoir qu'il y avait quelque chose de différent en lui, une énergie qui émanait de sa présence et transformait l'atmosphère du lieu. Il manœuvra son fauteuil roulant jusqu'à sa position habituelle, mais il y avait une posture dans son corps qui suggérait que le fauteuil ne serait pas permanent. Au banc de l'accusation, 3 chaises vides marquaient l'absence du procureur Richard Santini et de ses assistants qui avaient été arrêtés la veille au soir dans le cadre de l'opération. À leur place se tenait la procureure Carmen Leroy, une femme de 50 ans connue pour son intégrité absolue et sa spécialisation dans les affaires de corruption. Madame la procureure se leva avec la dignité de celle qui portait entre ses mains non seulement la vérité sur l'affaire de Romain Dubois, mais sur tout un réseau criminel qui avait opéré impunément pendant des années. « Monsieur le juge, dit-elle d'une voix claire et ferme, nous sommes ici non seulement pour corriger une injustice spécifique, mais pour exposer un système criminel qui a corrompu les fondements de notre système judiciaire. » Pendant 2 heures, Carmen présenta les preuves recueillies par la force spéciale. Enregistrements téléphoniques, documents bancaires, dépositions de repentis et une traînée de corruption qui s'étendait sur des dizaines d'affaires manipulées au fil des ans. Chaque révélation était accueillie par des murmures d'indignation du public qui assistait au démasquage d'une organisation qui avait détruit la vie de centaines de personnes innocentes. Quand vint le tour de présenter les preuves spécifiques sur l'affaire de Romain Dubois, Carmen appela à la barre des témoins le chauffeur lui-même qui avait causé l'accident d'Henri. Joseph Durand était un homme de 55 ans qui portait le poids de 7 ans de culpabilité et de silence forcé. La voix brisée et les larmes coulant sur son visage, Joseph avoua comment il avait été contraint de participer à l'attentat contre le juge. « Monsieur le juge, dit-il en regardant directement Henri, pendant toutes ces années, j'ai prié pour que vous vous rétablissiez. Je savais que vous étiez un homme bon, et c'est pour ça qu'ils ont voulu se débarrasser de vous. Vous vous approchiez trop de la vérité à leur sujet. » Henri ressentit une émotion si intense en entendant cette confession que les muscles de ses jambes se contractèrent involontairement. C'était comme si chaque mot de Joseph défaisait 7 ans de paralysie physique et émotionnelle. « Monsieur Durand, dit Henri d'une voix compatissante, vous avez aussi été leur victime. Votre courage de dire la vérité maintenant est ce qui importe. » C'est alors que Carmen présenta la preuve la plus dévastatrice, l'enregistrement de la conversation entre Richard Santini et Paul Fréchet, où ils discutaient ouvertement de la manière d'incriminer Romain. Les voix des 2 hommes résonnèrent dans la salle, à travers les haut-parleurs,
révélant un cynisme et une cruauté qui laissèrent tous les présents stupéfaits. Dans l'enregistrement, Richard disait clairement « Peu importe qu'il soit innocent ou coupable, il nous faut quelqu'un pour porter le chapeau pour les détournements de Panorama. » Bertrand est nerveux et veut que cette affaire soit résolue rapidement. « Tu peux planter d'autres preuves dans son ordinateur ?» Et Paul répondait « J'ai déjà planté tout ce qu'il fallait. Les journaux montrent une activité pendant la nuit et je me suis assuré que personne ne vérifie les registres d'entrée du bâtiment. Si un avocat est trop malin, tu t'assures que le juge n'accepte pas les preuves. » Le silence qui suivit la lecture de l'enregistrement était chargé d'indignation et d'horreur. Marine tenait fermement la main de son père, sentant que finalement, la vérité qu'elle avait toujours sue était reconnue par tous. Mais le moment le plus dramatique de l'audience était encore à venir. Lorsque toutes les preuves furent présentées et qu'il fut clair que Romain Dubois était complètement innocent, le juge Henry prit une décision que personne n'attendait. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix émue, « pendant 7 ans je suis resté assis dans ce fauteuil, non seulement à cause de la paralysie physique, mais parce que j'avais perdu la foi en la possibilité que la véritable justice puisse prévaloir dans notre système. Une fillette de 10 ans m'a rendu cette foi. » Henri fit une pause, respira profondément, puis il se produisit quelque chose que personne dans la salle n'oublierait jamais. Appuyant ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil roulant, le juge força et se leva lentement. Ses muscles répondirent avec une force qu'il n'avait pas montrée depuis 7 ans, et quand il réussit à se tenir complètement debout, un murmure de stupeur parcourut toute la salle. Marine bondit de son siège avec un cri de joie. « Je vous avais dit que je vous ferais remarcher !» s'exclama-t-elle, applaudissant, tandis que des larmes de bonheur coulaient sur ses joues. Debout, ne s'appuyant que sur la force de ses propres jambes, Henri déclara solennellement « Romain Dubois, vous êtes complètement innocenté de toutes les accusations. Je vous présente mes excuses au nom de l'État français pour l'injustice qui a failli être commise contre vous et votre famille. » Mais Henri n'avait pas fini. Faisant ses premiers pas hésitants en 7 ans, il se dirigea vers le centre de la salle, chaque mouvement étant accompagné par le silence respectueux de tous les présents. « J'ordonne l'arrestation immédiate de Maurice Bertrand, Charles Dupont et Paul Fréchet pour les crimes d'association de malfaiteurs, corruption, blanchiment d'argent et tentative d'homicide, » déclara-t-il d'une voix ferme. « J'ordonne également la réouverture de toutes les affaires dans lesquelles le procureur Richard Santini a été impliqué, afin que d'autres injustices soient corrigées. » La salle explosa en applaudissements, tandis que Marine courait vers le juge. Henri se pencha avec difficulté, mais avec détermination, et serra dans ses bras la fillette qui avait changé sa vie et celle de tant d'autres personnes. « Merci de m'avoir appris que le courage et la foi peuvent déplacer des montagnes, » lui chuchota-t-il à l'oreille. Romain s'approcha, les larmes coulant sur son visage, et serra dans ses bras sa fille et l'homme qui avait eu le courage de chercher la vérité même quand cela semblait impossible. Madame Constance, qui assistait à la scène depuis le public, faisait le signe de croix à plusieurs reprises, remerciant Sainte Rita pour son intervention divine. Dans les jours qui suivirent, l'opération Justice véritable, comme elle fut connue, aboutit à l'arrestation de dizaines de personnes impliquées dans le réseau. Maurice Bertrand fut arrêté dans sa villa de Neuilly-sur-Seine, alors qu'il tentait de fuir vers Genève. Le député Charles Dupont fut démis de ses fonctions et arrêté en pleine séance à l'Assemblée nationale. Paul Fréchet fut retrouvé dans une ferme de campagne en train de tenter de détruire des preuves. Plus de 100 affaires furent rouvertes et des dizaines de personnes innocentes qui avaient été condamnées injustement virent leurs peines annulées. L'opération devint un jalon dans la lutte contre la corruption en France, étudiée dans les facultés de droit et servant de modèle pour d'autres enquêtes. Henri reprit ses fonctions de magistrat avec une passion renouvelée pour la justice. Sa récupération physique fut complète et il devint un symbole de la manière dont la quête de la vérité peut littéralement restaurer la vie d'une personne. Il créa un institut dédié à l'enquête sur les cas d'injustice judiciaire et commença à donner des conférences sur l'importance de l'intégrité dans le système judiciaire. Marine fut honorée par le barreau de Paris comme la plus jeune personne à recevoir le titre de citoyenne d'honneur pour sa contribution à la justice. Elle déclara dans son discours de remerciement qu'elle voulait devenir juge quand elle serait grande, pour aider d'autres personnes comme son père qui seraient accusées à tort.
Romain reprit sa vie, mais avec une perspective complètement différente sur l'importance de lutter contre l'injustice. Il devint un militant des droits de l'homme et consacre une partie de son temps à aider d'autres familles confrontées à des situations similaires à celles que sa famille a vécues. 6 mois après le procès, une plaque fut installée à l'entrée du palais de justice de l'île de la Cité avec les mots suivants. Ici, une enfant a prouvé que le courage est plus fort que le pouvoir et que la vérité, lorsqu'elle est soutenue par la foi, peut rendre le mouvement même à ceux qui étaient destinés à l'immobilité. Chaque fois que Marine passe devant la plaque avec son père et sa grand-mère, elle sourit et murmure une petite prière de gratitude. Elle a appris que même en étant petite, elle peut faire la différence dans le monde quand elle a le courage de défendre ce qui est juste. Et chaque fois qu'elle voit le juge Henri marcher normalement dans les couloirs du palais, elle sait que les miracles se produisent, vraiment quand la justice et la foi travaillent ensemble. L'histoire de Marine Dubois est devenue une légende dans la ville de Paris, racontée de génération en génération, comme l'exemple qu'une petite personne avec un grand cœur peut déplacer des montagnes et transformer le monde qui l'entoure. Et chaque fois que quelqu'un est sur le point d'abandonner la lutte pour la justice, il se souvient de la fillette qui a fait remarcher un juge simplement parce qu'elle a cru que la vérité triomphe toujours à la fin. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine, Romain et du juge Henri a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par le courage de cette fillette extraordinaire qui a défié tout un système pour sauver son père, laissez votre j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus pur et le plus courageux de l'âme humaine, montrant que la vérité et la justice prévalent toujours lorsque nous avons la foi et la détermination. Vous faites partie de cette famille qui croit au pouvoir transformateur des belles histoires. Nous vous attendons pour le prochain épisode, où une fois de plus, l'espoir vaincra le désespoir.